suis Francis Billard, je suis plutôt architecte au niveau du sourcing, et Christophe Marchand qui se présentera tout à l'heure au niveau du publishing. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on va effectivement découper ça en 2 tranches, donc en 6 étapes précises sur les différents niveaux. Donc le sourcing c'est principalement au départ de poser les bonnes questions, ma data, voilà, de quoi j'ai besoin, où je vais la trouver, est-ce que je l'ai chez moi, est-ce que je dois la sourcer à l'extérieur, quel est mon plan stratégique au niveau de cette data, quel est mon besoin au niveau de cette data, enfin se poser toutes les bonnes questions au départ. En général, c'est des questions qui sont posées au cours du projet, ce qui est des fois trop tard de remonter effectivement au niveau 1. Donc se poser les bonnes questions au départ. Donc encore une fois, c'est de pouvoir identifier le patrimoine data existant. Est-ce que je l'ai chez moi? Est-ce que je l'ai ailleurs? Est-ce que je l'ai chez des partenaires? Est-ce que je dois activer un réseau pour pouvoir la récupérer, etc. Donc c'est vraiment de définir tout le plan d'action, on va dire, au niveau de cette data au départ, dans la mesure du possible, bien évidemment, mais se poser les bonnes questions, même si elles sont peut-être à 2 ans ou à 3 ans, mais c'est d'avoir vraiment une vision globale de mes besoins au niveau de cette donnée. Une fois que c'est défini, on va pouvoir en fait se poser les bonnes questions et activer les réseaux, les outils, en l'occurrence, on parle de Pygmalion ici, mais d'activer les bons outils pour pouvoir en fait répondre effectivement à ces besoins précis de ce qu'on pourrait imaginer demain avoir dans cette data. Alors, ce n'est pas que la data au niveau data, c'est aussi son exploitation derrière, ce n'est pas tout de l'acquérir, c'est comment je vais pouvoir effectivement la traiter, quel est mes collaborateurs, en tout cas les gens qui vont être du métier ou pas, etc., qui va intervenir sur cette data. C'est vraiment tout ça qu'il faut définir rapidement. Alors bien sûr, au fil de l'eau, ça va évoluer, bien évidemment, mais c'est important de se poser une bonne question au départ. Alors, connecter et importer tout type de sources de données ou le mettre sur un portail à disposition. Donc ça, c'est tout notre savoir-faire, en tout cas, mais en tout cas, au niveau de l'acquisition de la donnée, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sur Pygmalion, en l'occurrence, qui donc permettent en fait de se dire, voilà, on va dire, il y a 3 types d'acquisition de données. C'est des données externes, des données internes. J'ai un ERP, j'ai déjà effectivement pas mal de fichiers ou de choses sur un SharePoint, sur des Excel, enfin bref, tout ce qu'on a évoqué avant, donc le patrimoine data, de savoir où il est. Et donc là, les différentes sources de données, il faut bien effectivement les maîtriser pour pouvoir en fait avoir les actions qui soient référents par rapport à ça. Alors on a trois grands types de données aujourd'hui. La donnée, ça va être principalement d'aller chercher de la donnée à l'extérieur. Donc à l'extérieur, c'est à la fois si on est dans le B2B chez des fournisseurs qui ont cette donnée ou pas en l'état chez eux. Ça peut être avec leur accord directement faire ce qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire qu'on va aspirer le site du fournisseur dans la mesure où sur le site du fournisseur, en général, l'exercice de travail de qualité de données est fait dans la mesure où elle est exposée au public ou au client, hein, si c'est un réseau effectivement intranet. Donc ça, c'est très important. Donc on a cette capacité de pouvoir en fait absorber cette donnée qui est déjà structurée et on récupère tous les médias, tout le patrimoine data qui est autour de, tout le matériel data qui est autour de ces produits, que ce soit des PDF, que ce soit des vidéos, que ce soit tout ce qui existe en tout cas sur le site internet. C'est bien sûr de l'acquisition physique de fichiers Excel directement chez les fournisseurs, ou en tout cas ceux qui ont cette data à disposition, des connecteurs vers l'ERP bien évidemment de l'entreprise s'il y a des données qui sont à récupérer, logistique, tarifaire, etc. L'idée de tout ça, de pouvoir importer cette source de données, c'est de pouvoir superposer toutes ces informations qui ont bien sûr des strates différentes en termes d'utilisation, en termes de qualité, mais c'est de pouvoir les acquérir, les stocker et de pouvoir après donc pouvoir les traiter correctement sur les différents canaux de communication qu'on verra après. On peut mettre des portails aussi à disposition s'il faut, si vous avez des outils qui sont pas forcément présents chez vous, on peut mettre à disposition des portails très simples avec un wizard, étape 1, étape 2, étape 3, pour les gens effectivement qui vont collecter cette information. Excusez-moi, j'ai une question de la data. C'est quoi un wizard? Un wizard, c'est sur des étapes. Je ne peux pas passer à l'étape 2 tant que je n'ai pas fait l'étape 1. D'accord. Donc, c'est juste une façon de qualifier, de nommer une étape? C'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Okay. C'est simplement, c'est un cycle de dire aujourd'hui,
Si je demande à un fournisseur d'importer son fichier Excel, pour dire quelque chose, l'étape 1, c'est de télécharger le fichier Excel, en tout cas de le charger. L'étape 2, c'est de voir effectivement ça. Étape 3, 4, 5 et 6, jusqu'à temps que cette data arrive. Vraiment, on le prend par la main pour ne pas le laisser dans une interface qui peut être complexe. Il n'a pas forcément le temps de le faire. Donc voilà, on essaye vraiment de le prendre par la main pour l'emmener jusqu'au bout sans qu'il y ait vraiment de problème. Et surtout de l'arrêter à l'étape 4 parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc ça permet de pouvoir avoir des warnings comme ça dans un flux d'import. Alors la data c'est complexe et si effectivement c'est pas pris par le bon bout, ce qui est important dans la donnée, c'est sa structure. Donc sa structure, pour nous en tout cas, ne peut passer que par une nomenclature, taxonomie, arborescence, il y a plein de mots, donc c'est les familles, sous-familles de mon organisation produit. On est bien au niveau du produit. Donc la construction de cette nomenclature, c'est fondamental parce que ça va être le squelette vraiment de toute ma database en termes de publication, en termes de structure, en termes de travail. Mes équipes, moi j'ai pas forcément des métiers, enfin j'ai forcément des métiers différents, donc forcément ils vont avoir un niveau d'exigence différent en fonction des familles produits, etc. Donc la nomenclature, c'est vraiment la colonne vertébrale pour faire des data models. Data models, là c'est vraiment un point extrêmement important dans nos solutions, mais dans la data en général, c'est de pouvoir en fait qualifier une fiche produit en fonction de son contexte. C'est-à-dire qu'on ne va pas effectivement avoir une même fiche produit sur un t-shirt que sur une perceuse ou sur un autre produit ou sur une boîte de petits pois. Donc ce data model est très important, qui va permettre de rationaliser la donnée, surtout de l'exposer correctement aux clients, ou aux utilisateurs de la plateforme, pour ne pas effectivement avoir un formulaire, en tout cas des champs, qui ne soient pas contextuels au produit. Le prix au kilo, forcément sur une perceuse, ça n'a aucun sens. Donc ça permet de pouvoir en fait vraiment consolider et construire cette data. Donc en partant de la nomenclature, on construit donc des data models qui vont nous permettre de pouvoir déjà diffuser l'information peut-être différemment sur différents canaux de communication. On va être beaucoup plus bavard, bien évidemment, sur Internet qu'on peut l'être sur une étiquette ou sur une PV magasin ou sur un catalogue, etc. Donc c'est vraiment la fonction du data model de pouvoir vraiment synthétiser, en tout cas exposer le maximum de données, mais sans être débordé par d'autres. Pardon, excusez-moi, mais quand vous dites ça, vous parlez exclusivement de données produits? Produits, en l'occurrence. Un produit-service, quoi. Oui, tout à fait. Un produit, ça peut être un produit pour moi, ça peut être une recette de cuisine, un voyage, une perceuse. Un produit, en fait, il doit être qualifié avec tout son écosystème. Donc en termes de données, en termes de plein de sujets. Donc c'est beaucoup plus large. Je vous prends un t-shirt, une perceuse, je vulgarise à outrance, mais un produit, c'est quelque chose qui forcément doit être sujet à commerce ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi. Oui. Est-ce que là on parle d'un agrégat de données secondaires ou est-ce qu'il y a un peu de données primaires que vous avez aussi modélisé en envoyant éventuellement des questionnaires pour connaître des informations sur les données que vous évoquez sur le produit? Est-ce que c'est juste pour récupérer à plein d'endroits différents ces données-là et vous les agrégez? C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc en fonction, avec notre expérience sur le sujet, on est capable de déceler si c'est la donnée logistique, si c'est la donnée, je sais pas moi, des avis, effectivement, on va rationaliser effectivement si ce produit fait du bruit sur Internet ou pas, etc. Enfin, on va venir effectivement mettre certaines couches, une granularité en fonction des informations qu'on va récupérer. L'idée, c'est de pouvoir restituer correctement cette information-là avec la bonne visibilité et la bonne compréhension. Et pas être pollué, c'est pour ça que data model c'est peut-être un peu large, mais c'est de ne pas être pollué avec des informations qui ne correspondent pas du tout à mon contexte, au produit ou à ce que je veux en faire. Donc ça c'est important. Mais en tout cas, c'est pas un millefeuille avec de la data dans tous les sens que je viens superposer, etc. C'est que c'est vraiment canalisé et exposé correctement par rapport, encore une fois, au plan qu'on a fait juste avant, de dire qu'est-ce que je veux en faire, à qui je veux la montrer, qui doit intervenir dessus. C'est une plateforme collaborative. Sur des produits, on n'est pas tout seul à travailler, donc il faut que ça soit effectivement partagé sur le sujet. Alors, qualifier, optimiser cette donnée et la rendre effectivement lisible, c'est ce que je disais juste un petit peu avant, c'est qu'on a des outils aujourd'hui avec du machine learning, avec de l'AI, sans prendre des mots très compliqués, qui nous permettent en fait de pouvoir déceler en fait toutes les anomalies qu'on pourrait identifier sur cette data. Une fois qu'elle est là, je vais demander effectivement à la machine de me dire ce qui lui semble incohérent par rapport à cette donnée. Si je prends des exemples assez larges, on va effectivement, si on a plusieurs sources de données déjà, on va parler du dictionnaire, mais si on a plusieurs sources de données qui viennent
du site du fournisseur, qui viennent voilà, de Marketplace, qui viennent de fichiers Excel, qui viennent d'ERP. Il n'y a aucun de ces systèmes qui ont le même vocabulaire. Donc si je prends l'exemple de coloris de n'importe quoi, on va retrouver couleur, on va retrouver teinte, on va retrouver color, on va retrouver, etc. Beaucoup de mots synonymes en tout cas, qui veulent dire pour nous la même chose. Donc en fait, on va avoir un système d'entonnoir qui va nous permettre de dire, tous ces mots-là, chez moi, ça veut dire couleur, et pas autre chose. Et donc dès que je vais capter teinte ou d'autres mots, et donc ce dictionnaire s'enrichit au fil de l'eau, ça c'est la partie machine learning, et va s'enrichir au fil de l'eau en fonction, oui, effectivement, il y a des mots qui viennent d'arriver sur ma data, et je vais l'associer à ça. Et on a des outils qui nous permettent surtout de détecter tous les problèmes de data, parce que bon, forcément, quand on a des milliers de produits, peu importe, c'est juste impossible visuellement ou techniquement, humainement en tout cas, de déceler les incohérences en tout cas, on va avoir des outils qui vont nous permettre en fait de pouvoir, avec des outils sémantiques, on va dire tout simplement, de détecter effectivement si sur, je sais pas moi, sur une peinture, j'ai des kilos, des litres. Ça peut paraître logique, parce qu'un poids peut être exprimé en litres en kilos, donc ça peut passer. Bon, par contre, un diamètre qui fait effectivement 3 kilos, ça ne va pas aller, quoi. Donc on détecte effectivement aussi ces anomalies en termes d'unités, donc c'est vraiment la data pure, donc c'est 100 on va dire, centimètres, mais les unités sont aussi importantes. On rentre aussi dans le scope, et c'est tout le travail de normalisation de cette donnée qui est extrêmement complexe à la main, et chronophage en l'occurrence, sauf si on a des équipes de 100 personnes et qui s'occupent de 100 produits, ça peut être très rapide, mais ce qui n'est pas le cas, j'imagine. Donc il nous faut effectivement des aides à la décision, qui va nous permettre d'aller très vite. L'idée de tout ça, c'est de savoir ce qu'on veut faire, comment le faire, et d'avoir le temps, effectivement, time to market en l'occurrence, pour pouvoir en fait bénéficier de cette data au plus vite, sans y passer des années, comme c'est le cas assez fréquemment. Donc, une fois qu'on a effectivement fait ces choses-là, qu'on a des outils qui nous permettent de déceler effectivement les incohérences, on a des outils qui vont nous permettre aussi, enfin, Pygmalion en a, mais dans l'absolu, il faut effectivement avoir des règles de contrôle, donc les KPI qui vont nous permettre d'avoir des dashboards, d'avoir des écrans qui vont nous permettre en fait de mettre des warnings sur les incohérences ou sur les deltas du reste à faire en fonction de la data, au niveau de la structuration, de l'enrichissement de cette donnée. Donc ça, c'est très important de pouvoir avoir à tout moment l'état des lieux de ma data, dans quel état elle est, est-ce que je peux la publier, je tolère effectivement que 80% on va dire de la complétion me satisfait pour pouvoir en fait le mettre sur Internet ou pas, etc. Donc ça, c'est tous les tableaux de bord qui vont permettre de pouvoir avoir une lecture de quelqu'un qui n'est pas forcément du métier, mais qui va être du marketing, par exemple, pour vous dire, OK, ça peut passer, etc. Il y a encore un point d'alerte, on va s'en occuper, mais ça permet vraiment de pouvoir avoir cette visualisation de la qualité de la donnée sur des choses très, très ludiques, avec des graphiques, avec des stats, des courbes, de tout ce qu'on veut, etc. Mais ça, c'est très important, parce que forcément, une data ne veut absolument rien dire. Si vous prenez un fichier Excel de 6000 lignes et de 1 million de colonnes, c'est juste pas possible, quoi. Donc il faut avoir vraiment des outils de lecture qui soient déconnectés, on va dire, de la structure data. Une fois qu'on va dire que ce travail a été fait, en tout cas en amont, donc il peut durer effectivement quelques temps, l'idée après c'est de la partager. Maintenant qu'on a la maîtrise de notre plan, on reprend le niveau 1 de notre plan effectivement de distribution de cette data, on va pouvoir irriguer comme ça assez naturellement les différents canaux de communication. Alors les canaux de communication, Stéphane en parlera plus sur le sujet physique. Là, ce que j'entends en tout cas par partager, diffuser, c'est qu'à un moment, mon système PIM, en tout cas, ma data, elle doit être interconnectée avec mon ERP, clairement, avec ma logistique, avec mon circuit de vente, etc. Donc ça, ce sont des liens qu'on peut faire très naturellement sur l'outil, mais ça peut être d'alimenter, ne serait-ce que la partie images, PDF, enfin, tous les documents qui sont réglementaires. Bon, ça, c'est plutôt le travail du sourcing, de le faire et de le stocker et de pouvoir en fait le diffuser, que l'outil de publishing qui a plutôt vocation marketing, graphique, commercial. Mais là, le sourcing est tout à fait capable de partager, de diffuser de l'information qui est un petit peu en sous-marin, qui n'est pas forcément visible au premier niveau. Encore une fois, je reprends toutes les notices et tous les PDF réglementaires sur un produit. Les vidéos qui sont chargées dessus peuvent repartir aussi directement sur les différents canaux de communication.
Donc ça, c'est important. Et la notion de partage est fondamentale, parce que, encore une fois, ce n'est pas à la charge d'une seule personne, bien évidemment, c'est d'une équipe, des gens métiers qui doivent intervenir sur cette data sans avoir de collision, sans avoir de superposition, et d'être vraiment très productif sur le sujet. Voilà, ça c'est pour la partie sourcing. Donc voilà, effectivement, maintenant on va passer à la partie publishing. Donc l'idée, on l'a bien compris, grâce au sourcing et à Francis, maintenant on a un PIM, donc on a une base de données produits, avec des produits qui sont qualifiés, qui sont consolidés. Donc effectivement, par rapport à ça, la première étape, effectivement, c'est de venir définir quels sont les différents canaux sur lesquels on va publier. On a des canaux, si on schématise, print, digitaux. Ça veut dire quoi? Effectivement, il y a des choses qui vont devoir être imprimées, il y a des choses qui vont être virtualisées. Ici, l'idée, c'est de se dire, je connais ma marque, je connais mes produits, je connais ma cible, je sais très bien si je vais faire du catalogue, si je vais faire des prospectus, des fascicules, je sais très bien si j'ai un site e-commerce à devoir alimenter, si j'ai des sites web produits, des landing pages avec des informations aussi où ces produits doivent remonter. On se doute bien que tous les canaux qu'on vient de citer, effectivement, ont besoin d'informations différentes, ou en tout cas d'exprimer l'information de manière différente. Parfois, on va inciter justement avec un call to action pour venir générer un engagement derrière. On sait très bien que le contenu va être différent que simplement un site web qui va être plus descriptif. Donc là, ici, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, maintenant, quels sont, moi, tous les canaux sur lesquels je veux communiquer? Et communiquer l'ensemble des produits et des informations produits dont on a parlé. Ensuite, on va justement maintenant créer son plan de communication. Plan de communication, l'idée, c'est d'avoir un outil où on a une représentation visuelle de l'ensemble de toutes les opérations marketing, justement dans l'outil où on voit qu'ils sont planifiés, et on peut se dire, OK, pour moi l'idée c'est quoi? C'est j'ai X produits qui sont présents dans le PIM, on l'a dit, qui est la base de données, je peux venir sélectionner des produits, et je vais venir maintenant alimenter certains canaux. Mais avant ça, il faut que je sache effectivement, tiens, j'ai les grandes étapes de l'année, je vais communiquer, on va dire, Nouvel An, à Saint-Valentin, à Pâques, Halloween, ce genre de choses-là, effectivement, sont des choses qui sont récurrentes. Et en même temps, je sais si j'ai besoin de sortir un catalogue tous les 2 mois, si j'ai besoin de sortir un fascicule toutes les semaines, je sais comment je vais communiquer. Mon site web, là, c'est en flux tendu. Je sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui va être validé, on parlera de tout un workflow de validation, mais à partir du moment où on a validé les informations, je sais très bien que j'ai besoin d'avoir ce produit-là sur mon site. Et chaque fois que je vais faire une action plus promotionnelle par rapport à lancement d'un nouveau produit ou la mise en avant de certaines fonctionnalités de ce produit-là, je vais pouvoir créer des landing pages. Là aussi, j'ai besoin de récupérer les informations. Ce qui est intéressant, avec tout le travail qui a été fait en amont par Francis, je sais justement que j'ai l'information qui est correcte. Une description de mon produit restera la description du produit. Grâce à ça, on va justement éviter d'avoir des emails qui transitent entre un département et un autre avec des fichiers Excel qui sont totalement obsolètes. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir une donnée centralisée, la description, le prix. Si je le modifie à un endroit, il faut évidemment que ça change partout, si je l'ai décidé bien entendu. Mais la notion prix, effectivement, si on la modifie sur un canal, ce serait bizarre d'avoir un catalogue où un produit est à tel prix et puis il a un autre prix sur le web. Donc on va justement assurer cette cohérence à ce niveau-là et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, pour venir alimenter les canaux, ici le principe, comme on a dit, c'est de faire une sélection de produits dans le PIM sur base de différents critères et ça c'est propre effectivement à la stratégie et la stratégie de marque, la stratégie de contenu, la stratégie de produit. Et ensuite, on va dire, tiens, voilà, ça c'est 1000 produits. Ces 1000 produits-là, je les mets en promotion cette semaine-ci. Et là-dedans, je vais en mettre 500 dans un fascicule que je vais envoyer à mes consommateurs. Sur ces 500-là, il y en a 200 que je vais laisser pour une newsletter. Et on va voir qu'on va pouvoir justement, grâce à des outils CRM que vous avez sûrement ou autres, ou en tout cas, où on arrive justement à qualifier des comportements d'achat, arriver à, en fonction des intérêts de certains consommateurs, de se dire, tiens, lui il a un intérêt, il est pet lover, effectivement on va lui envoyer des animaux pour chiens qui sont en promo cette semaine-là, donc on sait que c'est des produits sur lesquels on peut faire de la marge ou on veut faire de la marge, et donc on va lui envoyer une newsletter uniquement à lui avec des produits qui sont en promotion mais qui correspondent à son intérêt. Donc ça c'est l'idée. Et donc voilà, et on a tout type de canaux, et sur chaque canal, effectivement, on a ces spécificités-là. On a ces 500 produits, on a dit dans le fascicule, 200 newsletters. Le site web, lui, il est toujours alimenté avec l'entièreté du PIM des produits qui sont validés. On va pouvoir se dire, tiens, j'aimerais bien avoir 10 autres produits qui sont des produits sur lesquels j'aimerais faire des relances, que je vais publier sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai un référentiel produit et je vais pouvoir dispatcher en fonction des canaux pour voir comment est-ce que je vais communiquer. Et c'est là où, justement, l'idée, c'est par rapport justement à ces produits qu'on va mettre dans différents canaux. Francis l'a expliqué, effectivement, on ne va pas communiquer, on ne va pas exprimer un t-shirt de la même façon qu'une perceuse. On est bien d'accord, on a des champs différents, on a des attributs différents.
Et à ce niveau-là, l'idée ici, c'est de se dire qu'en fonction du canal sur lequel on va publier, on va avoir justement d'autres informations qu'on va pouvoir mettre en avant. On l'a dit, l'idée de l'outil, c'est qu'il y ait une information commune à un endroit. Donc la description du produit restera toujours la description du produit. Oui et non en fait. Parce qu'en fait, le principe, c'est que si on est sur un catalogue, on n'a peut-être que 2 lignes pour pouvoir exprimer un produit. On ne va pas être aussi bavard que sur un site web où effectivement, là, on va chercher à ce niveau-là l'exhaustivité de l'ensemble du contenu, avec des tableaux qui vont en plus expliquer quelles sont les différentes caractéristiques et autres. Sur le catalogue, on va se limiter justement à là où on a de la place et on sait qu'on a besoin de plusieurs produits sur la page. Donc là, on va justement mettre en place ce qu'on peut appeler du responsive content. C'est du contenu qui est vraiment adapté en fonction du canal sur lequel on va le publier. Et on pourra avoir, je vais le schématiser, dans une fiche produit, description longue, description courte, description moyenne. Si on est sur le site web, on va prendre la description longue parce qu'on a de la place. Dans un prospectus, on va prendre la description courte. Et en fonction de là où vous voulez le publier, on va pouvoir activer ou pas certains messages et certains champs, on va dire techniquement, sur un canal ou un autre. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on parle de publier, depuis le début on parle de communiquer. Quand on parle de publier, on va vraiment dire rendre public une information. Envoyer un catalogue à un imprimeur, pour nous c'est de la publication. Effectivement, on va rendre public ça in fine au consommateur, le publier sur le site web, sur les réseaux sociaux, effectivement c'est la même chose. L'idée ici c'est de se dire que l'outil doit être garant de la mise en page des produits. Pourquoi? Parce qu'effectivement on a un produit, on sait quel champ il faut utiliser pour l'exprimer. Donc si on se dit, bah tiens, on va mettre un produit dans un catalogue, il faut qu'on sache visuellement, sans qu'aucun graphiste soit venu travailler au préalable, on ne dit pas qu'il ne peut pas y en avoir après qui vont affiner la mise en page, mais in fine d'abord avoir justement cette représentation visuelle pour pouvoir valider sans avoir justement ce gap de temps où on attend qu'une agence ou qu'un graphiste nous revienne avec ce qu'il a fait. On doit pouvoir valider, est-ce que tous mes produits sont bien à la bonne page? Est-ce qu'on a bien le bon format de grille sur du print par exemple? Au niveau du web, même chose, on doit pouvoir voir les produits et simplement directement comment ils vont s'afficher. Donc avoir genre une copie du site e-commerce, qui est un site de pré-production, sur lequel on peut valider des informations. Et donc tout ça ici, l'idée c'est que dans l'outil, vous devez pouvoir manipuler votre donnée, justement pour qu'elle puisse s'afficher comme vous voulez, mais vous devez aussi avoir la possibilité de pouvoir modifier des genres de templates, pour justement dire, ben voilà, dans ces cas-là, on va l'afficher de cette façon-là. On reparlait de la newsletter tout à l'heure. Ben effectivement, si j'ai ma newsletter et que j'envoie mes croquettes pour chiens, il faut que dans la newsletter, j'ai pas juste du texte ou ainsi de suite, il faut que j'ai les bons visuels, il faut que j'ai le bon titre avec de nouveau la bonne description courte peut-être en fonction de l'utilité. Et ça, c'est des choses effectivement qui sont intéressantes à pouvoir automatiser. Et donc l'idée justement ici, c'est d'avoir ce rendu qui soit, après toute la partie envoi de l'emailing et ainsi de suite, vous avez sûrement des partenaires qui le font avec des outils de marketing automation et autres. L'idée, c'est qu'au moment où on l'envoie, nous, on vient s'intercaler pour dire est-ce que tu as un produit en promotion pour moi cette semaine pour un consommateur qui a un intérêt de tel type? Ok, bah nous, on renvoie le produit, un ou plusieurs. Parce qu'effectivement, on peut alimenter les newsletters comme on veut. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir du contenu personnalisé à ce niveau-là, mais où graphiquement, on sait que Pymalion est garant justement du rendu graphique qui lui-même est garant de la charte graphique du client. Ça, c'est l'idée, oui. Excusez-moi, dans ce que vous faites auprès de vos clients, c'est quoi la part entre print encore et purement e-commerce, enfin digital? Bah, effectivement, on a une mouvance où on part plus vers du e-commerce. Maintenant, historiquement, il y avait plus de clients qui nous faisaient confiance pour tout ce qui était print. Mais au final, ce sont des agences de communication ou des clients en direct qui font appel à nous et qui prennent les outils. Et je parle d'agences de communication parce qu'effectivement, les agences de communication ont compris qu'au sein d'un même outil, ils pouvaient héberger tous leurs clients et donc pouvoir offrir le même service. Et donc voilà. Mais l'idée justement, c'est que eux, ils ont de base des services qu'ils font pour du print. Ils ont toute la facilité de pouvoir dire, ok, à partir du moment où on met les produits, on voit à quoi ça ressemble, on peut les imprimer. Maintenant, si on regarde effectivement, une newsletter c'est du digital, alimenter les sites e-commerce c'est du digital, alimenter des landing pages c'est du digital, publier sur les réseaux sociaux, et encore une fois, le réseau social n'est pas un canal en soi, parce qu'on peut publier sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, donc voilà. Donc effectivement, il y a une mouvance, et comme la plupart de nos clients, à partir du moment où on a un PIM, c'est pas pour communiquer sur un seul canal, la plupart de nos clients, effectivement, utilisent la multitude. Donc un chiffre comme ça en tête, je ne l'ai pas. Effectivement, la mouvance, elle est clairement plus vers le digital, et c'est souvent la même donnée qu'on réutilise. Donc au final, la plateforme elle est à la disposition des clients, ils l'utilisent. De là à savoir exactement ce qu'eux ils font concrètement avec la plateforme, ils le font en interne.
à un moment, nous, effectivement, ils travaillent de leur façon. Et voilà, on peut repasser justement dans les planeurs pour voir donc, la fameuse représentation visuelle de l'ensemble des opérations marketing pour voir ce qui se passe. Mais eux, ils ont leur plan de com et ils travaillent de cette façon-là. Donc voilà. Et juste pour donner un exemple, parce qu'on parle effectivement de rendu graphique, on va parler d'optimisation aussi et d'automatisation. L'idée, c'est qu'on on a un client qui a un retailer. Globalement, on va dire qu'il a 1000 promos par semaine dans son prospectus. Ces 1000 promos sont déclinés en 8 formats, parce qu'on a des petites étiquettes de prix, on a des plus grandes et ainsi de suite, on a des têtes de gondole, des pieds américains, donc voilà, on a différents formats de PLV, donc vraiment en magasin. L'idée, c'est qu'en plus, on l'exprime dans différentes langues, on va dire 4. Si maintenant on prend 1000 produits x 8 formats x 4 langues, on arrive plus ou moins à 30 000. L'idée, c'est que chaque fiche produit, on la génère en automatique et l'outil peut arriver à générer ces 30 000 produits en 10 minutes. Donc effectivement, en termes de gain d'efficacité, en termes de gain de temps et gain d'argent, ici, c'est plus la démonstration est plus approuvée. On arrive, ils cliquent sur un bouton, ils y vont. Et puis après, le magasin peut encore décider d'imprimer ce qu'il veut. Il ne va pas recevoir tout chez lui le matin pour devoir toucher l'après-midi. Donc voilà, là, il décide vraiment de ce qu'il va imprimer. Donc c'est là où c'est important justement d'avoir cette automatisation. Sur la partie, entre guillemets, mise à jour, c'est évident, mais j'ai envie de dire cleaner la base de données, en fait, parce que bon, il y a effectivement des variations, c'est en promo, c'est pas en promo, etc. Et à un moment donné, il y a des produits qui disparaissent du catalogue, donc ça, comment vous le... À partir du moment où le produit sort du catalogue, nous, on garde une trace parce que ce produit a existé, donc il peut rester dans la base de données, il n'y a aucun souci. Mais ça veut dire que c'est un produit, globalement, qu'on ne va plus mettre en avant. Alors, soit il a des dates de validité et on va pouvoir jouer là-dessus, par rapport à des promos. Soit, effectivement, il y a des tâches automatisées qui vont vérifier le référentiel parce qu'on est quand même connecté à un ERP, comme on l'a dit, ou en tout cas une base de données plus logistique de la part du client. On peut avoir des flux automatisés. Donc là, c'est vraiment à voir au cas par cas. L'idée, justement, c'est que c'est un outil qui est ouvert. On peut venir se plugger à n'importe quel endroit avec n'importe quelle source de données, comme l'avait expliqué Francis. Et voilà, et par rapport à ça, on peut dire, ok, si on va rechercher un produit, qu'on voit que le produit n'existe pas, on peut aller screener toute la base de données, vérifier ce qui existe encore et taguer dans l'autre base de données ce qui n'existe plus pour éviter d'avoir ces produits-là qui remontent. On peut faire en sorte que l'autre outil nous envoie une notification quand il y en a un qui n'existe plus. Enfin voilà, là c'est vraiment ouvert, c'est deux machines qui doivent discuter entre elles et il faut que les flux d'automatisation soient mis en place. Mais il n'y a pas de limitation à ça, on trouvera de toute façon une solution pour le faire, c'est ce qu'on fait au quotidien avec l'ensemble de nos clients, d'ailleurs qu'on verra juste après. Donc, à partir du moment où on a ça, Francis l'a dit aussi, c'est un outil collaboratif. On parle vraiment du fait que plusieurs personnes doivent pouvoir travailler dessus en même temps. L'idée ici, c'est que, on l'a dit, Pimalion va générer en full automatique des rendus de pages. C'est très bien, mais après ça, il faut qu'il y ait quand même des personnes, que ce soit par exemple si on prend encore la grande distribution, des chefs de marché qui vont vérifier est-ce que le prix est correct, est-ce que le nom est correct, est-ce que la description est correcte, les informations techniques. Donc tout ceci, effectivement, dans l'outil, on va pouvoir venir valider les informations qui sont présentes. Ceci afin d'être sûr qu'après, au moment où on va imprimer, ce soit correct. L'idée ici, c'est que l'information qui soit là, on l'a dit, ça peut être soit en full automatique, soit après, on peut encore l'envoyer à un graphiste qui va recevoir au travers d'autres outils la mise en page telle qu'on l'a prévu dans l'outil lui-même, dans un outil plus de retravail, de mise en page, de mise au net et autres. Et donc voilà, et après, l'idée ici pour le graphiste, dans un premier temps, c'est de lui enlever toute la responsabilité à partir du moment où il doit modifier du contenu. On a déjà vu ça, parfois on reçoit un prospectus, le prix est faux. Dans la plupart des cas, c'est la faute du graphiste parce qu'il a fait un mauvais copier-coller, qu'il a oublié une modification, et ainsi de suite. Ici, l'idée, c'est absolument pas de lui laisser cette responsabilité-là. C'est justement d'avoir toute l'information qui vient de la plateforme, et lui, quand il est en train de travailler, il fait la mise en page, il agrandit l'image, il rajoute une petite étoile pour les fêtes de fin d'année ou autre. À ce moment-là, si jamais quelqu'un fait une modification dans l'outil, il reçoit un petit pop-up en disant tiens, il y a des mises à jour qui sont disponibles. Il clique dessus, automatiquement le prix change. On lui enlève cette responsabilité, c'est plus à lui de le faire. Mais après, quand lui il a fini, il peut aussi venir réuploader s'il veut la page, le rendu, directement dans l'outil. Et là, des chefs de marché peuvent venir voir si c'est correct ou pas. Et si pas, on peut venir coller un petit post-it virtuel en disant non, ça il faut changer, ça c'est pas correct ou autre. L'avantage de ce genre de choses, c'est qu'effectivement, si on est sur un catalogue de 1000 pages, si on a un produit qui était en page 18 et qui passe en page 62, effectivement, la notation va suivre. Ce qu'on n'avait pas avant, effectivement, quand on imprimait et qu'on devait tout faire à la main. Donc voilà, donc on a tous des outils et des workflows qui sont totalement personnalisables par le client, où on peut dire voilà les grandes étapes de validation d'une page, voilà toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour passer d'une page. On va parler globalement d'un exe 0, d'un BAT, ce genre de choses,
Et donc voilà, mais l'idée c'est au niveau print pour que ça passe. Au niveau digital, quand on a l'information, on vient taguer de la même façon et on dit voilà, à partir du moment où tout est validé, on publie, ça peut s'envoyer directement sur le site web, sur les réseaux sociaux, ça peut partir pour la newsletter, ce genre de choses. Et donc ensuite, l'idée justement c'est de s'assurer que tout fonctionne bien. Donc on a la liste des produits. À chaque fois qu'on va changer le statut d'un produit, automatiquement il peut être publié sur le bon canal. On a parlé du planner, justement, cette représentation visuelle de l'ensemble de toutes les opérations marketing qui va nous permettre de suivre pour voir si tout se passe bien. Et l'idée, c'est que, encore une fois, c'est au cas par cas, soit c'est manuel, on clique pour publier, soit c'est automatique, tous les X jours à 16 heures, automatiquement on publie, soit toutes les nuits, on a un script qui va vérifier justement si tous les produits sont bien sur le site. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre besoin à vous dans ces cas-là. Mais à ce niveau-là, à partir du moment où les données sont dans le produit, qu'on a choisi le bon canal, on sait que la restitution graphique de ce produit sera correcte. Et ensuite, c'est effectivement à d'autres outils de venir s'interconnecter pour voir que la publication se passe bien. Un simple exemple ici de quelque chose qu'on avait fait justement pour une enseigne, on voit par rapport à ces trous, on voit du print, on voit du web, on voit du digital, donc effectivement on est sur différents canaux. Et une simple représentation, effectivement on n'exprime pas les mêmes informations produites sur une tablette comme on va l'exprimer dans un email ou comme on le fait dans une vidéo par exemple. Et donc même en termes de vidéo, l'idée c'est de venir alimenter, parce qu'on parle beaucoup de contenu produit textuel, on a aussi toute la gestion des assets, et donc quand on parle d'assets, on parle de tout type de fichiers qui vont venir alimenter une fiche produit, ce sont principalement des visuels, mais ça peut aussi être des vidéos, des fichiers audio, ça peut être des PDF avec des notices de montage, ce genre de choses. Donc voilà, on a tout ça. L'idée c'est justement à partir du moment où il existe un outil que vous pouvez utiliser pour justement créer du contenu, de voir comment est-ce qu'on peut automatiser l'insertion de ce contenu, pour plus que vous deviez le faire à la main à chaque fois. Et c'est là où effectivement Pymalion apporte justement toute cette expertise, cette expérience et les outils qui permettent de le faire. Excusez-moi, sur les outils là par exemple, vous pouvez même l'appliquer par exemple à une opération sur du Bitcoin. Ça, oui, le principe par rapport à des beacons, c'est effectivement, on se balade, on voit ce qui se passe. Si on doit mettre une offre personnalisée. Voilà, mais pousser l'offre personnalisée, effectivement, la technologie, elle existe, on n'a pas besoin de nous. Par contre, s'assurer que le contenu de l'offre qui soit poussé soit exactement correct. Si on dit, tiens, on se balade du côté des glaces et puis après on a une promo pour la crème chantilly, effectivement, le principe, savoir effectivement quel est exactement le bon prix, quel est le bon visuel, quelle est la bonne dénomination de ce produit-là. La technologie pour pusher l'information, c'est pas chez nous. Par contre, s'assurer que la donnée soit correcte, effectivement, ça on le fait. Donc voilà. Alors, à ce niveau-là, donc l'idée, quelques enseignes, on ne va pas les citer, on va pas, vous voyez les marques qu'il y a, qui effectivement sont répertoriées sur trois grands axes, B2C, B2B et les services. Et donc voilà, ça c'est des clients qu'on a au quotidien avec lesquels on travaille pour l'ensemble des services dont on a parlé. Et donc voilà, donc ça c'est le petit résumé de tout ce qu'on a dit. Donc je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ce dont on a parlé, si tout était clair. Moi j'ai une question, alors c'est pas du tout mon domaine, moi je travaille dans le social media. D'accord. Mais c'est intéressant quand même parce que je fais beaucoup de parallèles avec mon métier. Et là on parle de sourcing, de publishing, est-ce qu'il y a une brique d'analyse, par exemple sur tous les supports digitaux, de comment les gens ont interagi par exemple avec telle ou telle donnée? Là, dans un premier temps, effectivement, il y a des outils qui existent pour faire ce genre de choses. Ces outils ont des API qui sont ouverts sur lesquels on peut venir se sourcer de l'information justement. Il est possible, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tellement de choses à parler dans Pymalion, donc voilà. Il est possible, dans le dashboard qu'on va mettre à disposition, de venir rechercher des informations pour connaître le reach, l'engagement de certaines campagnes et ainsi de suite, de les consolider par rapport à toute une série de produits, par rapport à une famille de produits en particulier, par rapport à une période de date ou autre. Mais voilà, l'idée c'est que la donnée, nous on l'a pas. C'est dans le réseau social. Par contre, il y a des outils qui calculent tout ça. On peut venir chercher l'information et l'afficher directement dans la plateforme. Et là où ça peut être intéressant effectivement, c'est que ces informations qu'on vient récupérer, on peut venir les pousser directement dans la fiche produit. Donc ça veut dire qu'on l'a dans le dashboard, c'est une chose, mais on peut aussi les mettre dans la fiche produit. Quand on va modifier le prix, on peut voir par exemple, quel était le taux d'engagement de ce produit-là, pour savoir si je dois faire une action plus agressive ou pas. De même que on n'a pas parlé non plus, mais on a des comparateurs de prix, qui sont des choses aussi qu'on peut intégrer directement dans la fiche produit. Au moment où je vais définir ma stratégie de prix, je peux vérifier ce qui se passe à la concurrence pour voir. Tout ça sont des informations. L'idée, c'est de bien comprendre que la fiche produit n'est pas figée,
et toute information qui permet d'enrichir la fiche produit. Comme ça, au moment où je vais l'éditer, je peux lui apporter justement du contenu qui est plus pertinent par rapport à toute une série d'autres choses. Dans l'écosystème, il y a plein d'outils qui permettent de faire plein de choses. À partir du moment où vous les avez et que vous les utilisez, nous, on peut aller rechercher l'information et venir enchérir les fiches produits pour que vous ayez justement une information plus concrète sur ce que vous devez faire, en tout cas, ce qui vous donne des conseils plus pertinents par rapport à ça. Du coup, excusez-moi, je voulais rebondir parce que cette question m'intéresse. Et aussi, est-ce que du coup vous connectez le PIM au système CRM? C'est-à-dire qu'en fait, quand on a développé une opération, que ce soit en social ou enfin, quel que soit le canal, on a besoin d'identifier en fait sur quelle cible, quel canal, on a eu de la performance sur tel produit, etc. Donc du coup, est-ce que c'est reconnecté à l'ERP de l'entreprise ou est-ce que c'est connecté au CRM? Et en fait, où est-ce qu'elle est stockée cette donnée sur la performance du produit? Elle est restockée dans le PIM ou elle est stockée dans le CRM? De base, Pimalion a été construit pour être justement une brique parmi d'autres briques. Ouais. Au final, on a développé toutes les briques nous-mêmes, comme ça au moins on avait la solution complète. Mais l'idée, c'est que tout est interconnectable à tout moment. Ouais. Donc si encore une fois, il y a un outil qui a de la donnée, nous on va venir se connecter en direct. Où la donnée est stockée, il y a de fortes chances effectivement que ce soit stocké dans l'outil externe. Par contre, s'il y a à certains moments des informations qui sont cruciales pour définir quelque stratégie que ce soit, après nous encore une fois, l'outil est là, c'est vous qui voyez les stratégies, on peut en discuter bien entendu, mais voilà, mais on peut venir récupérer l'information. S'il faut la performance d'un produit en year to date et en year to date -1, on peut l'afficher dans une fiche produit, c'est pas un souci. D'avoir la croissance justement à MAT d'un produit, on peut venir l'afficher aussi. Il faut vraiment voir, et c'est là où c'est important à un moment d'avoir justement tout un workflow de la procédure, comment on va travailler ensemble, les audits qu'on va faire ensemble pour bien comprendre qui vous êtes, le métier que vous faites et quelles sont les informations que vous avez besoin d'avoir, au-delà de simplement, entre guillemets, consolider une fiche produit. Donc voilà, et c'est là où c'est intéressant, c'est là où pour nous aussi ça devient plus excitant, je veux dire, de travailler justement cette donnée et pas simplement de dire il a un titre, il a une description, il a un prix. Oui. Voilà.